Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Marseille en parle. Marseille en parle, l'émission où on reçoit les personnalités marseillaises, qu'elles soient politiques, sportives, du milieu associatif ou de simples citoyens lambda. Pour cette première émission, on a voulu taper fort, on a voulu avoir une grande personnalité. Il ne parle pas aux médias depuis 10 ans et nous fait l'honneur d'être notre premier invité. Bonjour Jean-Noël Guérini. Bonjour Omar. Merci d'être venu. Mais c'est un plaisir, je viens aussi pour toi. Merci beaucoup. Et merci d'avoir tenu parole. Tu es connu pour être un homme de parole et Ma je ne veux parole, pas dire que tu le prouves encore aujourd'hui, mais voilà, ça se confirme encore aujourd'hui. Tu m'avais dit je viendrai et tu es là. et je suis là. Et moi j'ai tenu à ce que tu sois mon premier invité. C'était important. C'est très gentil et pour répondre à toutes tes questions. Alors Jean-Noël, on va parler de toi et on va Oui. parler de l'actu, puisqu'aujourd'hui, bon, tu le sais, c'est malheureusement les 2 ans de la tragédie de la rue d'Aubagne. Donc ton sentiment sur cette triste tragédie marseillaise? C'est dramatique, une situation dramatique, déjà les 8 morts, Ouais, 8 morts. dramatique. Et en même temps, moi, je m'incline devant la mort de ces 8 Marseillaises et Marseillais, et ça n'aurait jamais dû arriver. Qu'est-ce qu'il aurait fallu justement faire? Alors je sais, on va dire c'est facile d'eux, mais comment on aurait pu éviter ça? Déjà, Dans une ville comme Marseille? il faudra lutter toujours contre ces salauds, je dis bien ces salauds de marchands de sommeil, qui logent des malheureux et des familles qui sont dans le désespoir le plus complet, à des loyers exorbitants. Ce n'est plus possible de continuer. Il faut les combattre, ces marchands de sommeil. Et qu'est-ce qu'on peut Et faire justement? je pense Jean-Noël, qu'il aurait fallu mettre en place un véritable programme de rénovation, de réhabilitation de ces quartiers et de relogement pour les familles dont les immeubles étaient déclarés en péril. Et je regrette que ces opérations n'ont pas pu se faire, mais il faut là que ça se fasse le plus rapidement possible. certains ont dit qu'on en a plus fait pour les touristes que pour les Marseillais, notamment les Marseillais les plus pauvres. Tu en penses quoi, toi? Marseille n'est pas une ville riche. Marseille est une ville Populaire. très populaire, avec ses différences. À partir du 1er, 2e, 3e arrondissement, jusqu'en passant par les 15e et 16e, ce sont des arrondissements où tous les problèmes de la société française s'y posent. Problèmes économiques, sociaux, liés à la petite enfance, aux familles, etc. Et puis, tu as l'autre versant de Marseille, eh bien, il fait bon vivre. Et là, il faut qu'il y ait une mixité au niveau des arrondissements de tout Marseille. On ne peut plus diviser Marseille en deux. Marseille, c'est 16 arrondissements, mais Marseille ne doit faire qu'une. Voilà. Et ça, c'est important. On ne peut plus avoir des arrondissements comme le 3e arrondissement, très pauvre, et avoir des arrondissements où il fait bon vivre. Là, la population, et à juste titre, ne l'acceptera jamais. Justement, ce qui est choquant quand on se balade dans le 2-3, je dis bien le 2-3, c'est-à-dire qu'on a des îlots de pauvreté, et tu connais ça mieux que quiconque, puisque Oui. tu as été maire, tu as été élu de nombreuses années. Et à côté, on a avec le programme Euromed, que tu connais aussi très bien, des logements tout neufs, de haut standing, des hôtels. Il n'y a pas un malaise quelque part, justement? Lorsque Vigouroux avait fait créer Euroméditerranée, je me souviens, c'était Balladur qui était premier ministre. Bien, dans le cadre de la cohabitation, j'avais dit attention qu'Euroméditerranée ne soit pas une
structure de quartier où il fait bon vivre à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit sur le plan de l'habitat, une situation catastrophique. Euroméditerranée, c'est avant tout, ce sont des bureaux. Et puis, bien, on a rénové, réhabilité des immeubles tels que la rue de la République, qui était un échec, entre autres, le boulevard des Dames, et bien d'autres rues adjacentes. Mais tu sors d'Euroméditerranée, je vais esquisser à l'extrême, tu fais 1 mètre, tu sors d'Euroméditerranée, tu vas dans le 3e arrondissement, c'est la misère humaine. Et tout le monde le sait. Donc, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. C'est pour ça qu'il faut rénover l'ensemble de ces habitants, mais pas uniquement rénover pour construire des logements sociaux. Bon, il faut rénover ces quartiers en matière d'habitat, de logement, prendre en compte le cadre de vie, mais aussi construire des écoles, des crèches, des équipements sportifs, des équipements culturels. C'est fondamental. Le développement de ce quartier est nécessaire. Bon, et ces quartiers sont l'avenir de Marseille, parce que Marseille ne se développera que par ces arrondissements et le nord. Pas par le sud, parce que le sud, on arrive à un entonnoir. C'est plus possible. Marseille ne peut plus se développer par le sud. Et puis jusqu'à présent, tout ce qu'on ne voulait pas, Jean-Noël, clairement, on le mettait dans les quartiers nord. Tous les projets. Oui, et pourtant, moi, il m'arrive souvent d'aller me promener le dimanche avec mon chien, pas loin d'ici, un peu plus haut que l'Estac. Bien. Il y a une vue imprenable. C'est fantastique. Je vais me promener à Corbière. C'est magique. Bien. Et je crois déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Quartier nord, quartier sud, centre, etc. Marseille a 16 arrondissements, je répète, et c'est qu'une entité pleine et entière. Voilà. Et en fonction de ça, il est impératif de développer une politique en matière de transport en commun, parce que les transports en commun, c'est aussi le développement économique d'une ville, c'est fondamental. C'est la prise en compte aussi de l'environnement et puis de l'accessibilité à tous pour se rendre d'un arrondissement à un autre, d'un quartier à un autre, quel que soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc., à une rapidité absolue. Justement, quand on voit dans les transports en commun qu'à Castellane, par exemple, sur la rue de Rome, il y a le tramway et le métro, alors qu'il y a des quartiers comme au quartier nord, on va parler clairement, où ils attendent encore le métro, il n'y a pas un trop gros déséquilibre, justement? Je pense que le tram, c'était une bonne chose à l'époque de l'avoir réalisé, mais à un moment donné, il y a des lignes doublons qui se superposent au métro. C'est une erreur. Il fallait créer des lignes pour le tram où il n'y avait pas le métro. Et c'est comme ça qu'on peut développer une ville. Voilà, avoir une vision globale en termes d'aménagement du territoire. Sans aménagement du territoire pensé, réfléchi, eh bien, il n'y a pas d'avenir non plus pour une ville comme Marseille. Et puis, est-ce qu'on est capable, moi je l'avais dit à l'époque, que Marseille devienne la capitale euro-méditerranéenne? Mais pour cela, il faut que ça donne les moyens. Alors tout à l'heure, tu as parlé de la rue de la République, qui pour toi est un échec. Est-ce que les terrasses du port, ça n'a pas tué et la rue de la République et la rue Saint-Ferréol, où aujourd'hui, quand on y va, il n'y a plus de Virgin Megastore, il n'y a plus de Galerie Lafayette, il n'y a plus toutes ces grandes enseignes, il n'y a plus de Adidas. Je suis tout à fait à l'aise. Il y a 12 ans, lorsque j'étais candidat à la ville de Marseille, eh bien... Tu étais contre les terrasses? Contre Jean-Claude Gaudin. Bon,
a présenté la vision de la ville de Marseille sur des programmes. Hein. On n'était pas d'accord. Moi, j'étais opposé aux terrasses du port. Bon. Et j'estime que c'était une erreur, parce que les terrasses du port allaient faire disparaître les petits commerces. Et puis tu as les docks aussi. Du centre. Tu as les docks aussi. Évidemment. Comme la grande surface du Vélodrome. Qui est un échec aussi. Je ne pense pas que ça fonctionne à merveille. Mais à force de construire des centres commerciaux, eh bien, on fait disparaître petit à petit nos petits commerces. Les petits commerces sont le poumon économique d'une ville. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, et moi, je les défends. On va parler justement, on va y venir, de Jean-Claude Gaudin, qui a, après 25 ans de mandat, a tiré sa révérence. Est-ce qu'avec justement, entre autres, le drame de la rue d'Aubagne, Jean-Claude Gaudin, il quitte la politique par la petite porte, selon toi? On parle du bilan, hein, on n'attaque pas l'homme, hein, je précise. Tout homme politique, moi le premier, qui ai passé 18 ans à la présidence du département, peut me faire des reproches que je n'ai pas tout bien fait. Et heureusement. Est-ce que Jean-Claude Gaudin a tout bien fait? Non. C'est normal. Mais moi, je vais vous dire, Gaudin, moi, je le respecte. Au-delà de la fonction. Je respecte l'homme. Et ça me paraît important, le respect. Ensuite, fallait-il faire mieux en termes d'habitat, de logement? Oui. Mais je ne suis pas de ceux qui vont dire c'est la faute à Gaudin surtout. Non, ça je ne le ferai pas. Par contre, j'estime que des efforts doivent être faits dans l'avenir et très rapidement. On ne peut pas dire, Jean-Noël, au bout de 25 ans de mandat, que la ville se porte mieux. Mais non. Donc il a quand même, il y a des choses. Quand même sa part de responsabilité. Mais Gaudin a fait de bonnes choses pour Marseille, il faut le dire, sur le plan économique, oui. Et puis, il y a des choses en termes comme l'habitat où il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt que Gaudin. Il y a certains responsables aussi de la municipalité Gaudin qui avaient des responsabilités à l'époque qui, je pense, n'ont pas été tellement à la hauteur. Alors, donc Gaudin, on l'a dit, a tiré sa référence, et maintenant c'est Michel Rubirola, que tu connais, qui est maire de Marseille. Et je connais, il y a fort longtemps que je ne l'ai plus rencontré, ni parlé, hein, depuis des années et des années. J'ai eu contact avec Madame Rubirola lorsqu'elle a été candidate sur ma liste il y a plusieurs années de cela. Simplement, je souhaite bonne chance à Madame le maire Rubirola. Tu penses qu'elle a les épaules? Mais je le souhaite pour Marseille, pour les Marseillaises et les Marseillais. Maintenant, il ne faut plus se poser ce genre de questions. Il faut agir vite pour Marseille. À elle, à sa majorité, d'être à la hauteur. Il y a eu une campagne électorale, il y a eu un programme, ils ont été élus sur leur programme, à eux de le réaliser maintenant. Justement, est-ce que tu penses qu'elle a été élue sur son programme ou est-ce que tu penses que c'est un certain dégagisme de l'époque Gaudin, clairement? Comme certains ont voté Hollande pour dégager Sarkozy, est-ce que là ça a été du genre, bon, ras-le-bol, 25 ans, on veut voir autre chose, et puis la gauche, ça faisait longtemps aussi à Marseille. Est-ce que tu penses que c'est ça ou est-ce que tu penses que c'est vraiment... Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur cette élection aussi. Ouais, je vais te dire une chose, hein, j'étais pas candidat, donc je suis très à l'aise, hein, et je n'ai pas
fait campagne pour le printemps marseillais. Donc là, je suis très clair. Ceci étant dit, maintenant, le dégagisme, oui, on zappe facilement aujourd'hui. Mais attention, c'est bien beau de dégager, mais après, il faut que ceux qui remplacent les équipes sortantes soient à la hauteur. Et j'espère que le printemps marseillais, pour Marseille, soit à la hauteur. Franchement, le printemps marseillais n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Bon. C'est un peu ce que tu avais voulu faire, c'était un rassemblement des forces de gauche. À l'époque, mais j'avais rassemblé la gauche dans sa diversité. C'est ça, c'est un peu ça le printemps. Dans sa diversité. Mais là, il y a quand même parfois dans les propos, et j'espère qu'ils reviendront certains à la raison, quelques excitations qui ne me paraissent pas à la hauteur de la deuxième ville de France. Alors, on va parler de toi. Oui. Et on va parler de ta passion pour le football. Oui. Alors, on va parler de l'Olympique de Marseille. Ça va mal l'OM en ce moment, les mots. 3-0 contre Porto. Moi qui suis un supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai rarement connu une telle situation. Incroyable. C'est catastrophique. Mais on joue pour l'amour du maillot. Je veux dire, il porte ce maillot avec la fameuse étoile que nous avons gagnée, cette Coupe d'Europe, sous la présidence de Tapi. Et là, moi j'ai vu le match à la télévision il y a 48 heures de cela. C'était assez dramatique, assez dramatique. Il n'y avait aucune vie dans l'équipe, dans le jeu, aucune cohérence. Et je dirais même mieux, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas, comment pourrais-je dire, intéressés par l'enjeu d'un match de Coupe d'Europe. Donc j'espère que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, que l'entraîneur, mettront fin à cette façon de jouer et de remplacer, s'il le faut, des stars, entre guillemets, qui pour moi ne sont pas des stars, par des jeunes qui peuvent apporter autre chose que ce que nous avons vu lors du dernier match de Coupe d'Europe. Je trouve désolant pour l'OM, parce que moi j'ai vu l'OM, vous savez, j'ai vu l'OM en seconde division. Que tu as beaucoup aidé quand tu étais président du département. Oui, on peut en parler. Mais là, écoute, moi j'ai vu jouer l'OM. Le dernier match que j'ai vu à Luvonne, c'était contre Forbach. On n'était pas nombreux. 500 spectateurs. Ouais, 500 ou 700, peu importe, oui. On n'était pas nombreux. J'ai vu l'OM au fond du trou. Au fond du trou. Mais quand même lorsque l'OM était en deuxième division, il y avait un minimum de respect de la part des joueurs vis-à-vis du maillot, des supporters. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ça, moi, je leur en veux quand même. C'est inadmissible. Il y a des jeunes, des familles qui se saignent pour s'abonner à l'Olympique de Marseille à l'année et pour voir ce spectacle, c'est inadmissible. Et je pense que malgré la crise, je comprends tout, que les dirigeants de l'Olympique de Marseille devraient faire un geste financier économique pour les supporters parce que le spectacle qu'ils nous donnent est d'une tristesse absolue et indigne, je dis bien indigne, de l'Olympique de Marseille. Alors, on va parler du stade Vélodrome. Si tu avais été élu maire de Marseille, tu l'aurais vendu, toi, le stade? Jamais. Pourquoi? Parce que Marseille, le stade de Marseille est une institution comme Notre-Dame de la Garde. C'est sacré pour Marseille. Pour toi, ça fait partie, comme le disait Martine Vassal, des bijoux de famille. On ne les vend pas. Mais pas du bijou de famille, pas seulement. Du patrimoine de Marseille. C'est sacré. C'est sacré. Et tu en penses quoi de ceux qui disent, à gauche, il me semble,
qu'en vendant le stade, on peut faire plein de choses pour la ville. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que c'est, même s'ils vendent le stade X milliards d'euros, c'est pas avec la vente du stade que vous allez rénover tous les quartiers de Marseille, que vous allez rénover toutes les écoles de Marseille, ou que vous allez contribuer à telle ou telle initiative. Non, 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 il faut être sérieux. Ça vaut combien aujourd'hui un stade Vélodrome? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous dire ça coûte tant et tant. C'est non. Je veux dire, pour moi. En tout cas, il est beau, hein, Jean-Noël. Il est magnifique. Il est beau. Écoutez, moi, écoute, lorsque j'étais président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, et j'ai participé au nom du département au financement. Et je me souviens à l'époque on avait un débat avec le préfet, il y avait le maire de Marseille, le président de région de l'époque, et moi à l'époque j'étais le seul opposé au PPP, les investissements publics-privés. Et je leur ai démontré que moi, au nom du Conseil général, je payais eh bien, la participation du département pour la rénovation du stade, mais pas dans le cadre du PPP parce que l'investissement a été multiplié par 3 et c'est ce que j'ai fait. Nous, au nom du département, ce qui est normal, nous avons participé à cette rénovation et j'ai participé à l'inauguration, je me souviens, à l'époque. Le premier, Jean-Noël, il n'était pas terrible de stade. Ouvert sur le ciel, Godin qui avait dit mais à Marseille il pleut jamais. Il est beau notre stade. Maintenant. Ah, il est magique. Maintenant. Mais à l'époque, il n'était pas. Non, mais la clameur. Il fallait, à l'époque, il avait été réalisé à l'époque pour la fameuse Coupe d'Europe, le championnat d'Europe que la France avait gagné. Et il y avait eu une demi-finale France-Portugal, je me souviens, où les Français étaient menés au score et qu'à la fin de mémoire, c'est Platini. C'était Tigana qui avait égalisé et Platini qui avait marqué le 3e but. Bon, c'était un beau stade. Bon, il n'était pas couvert. Celui-ci est génial et je dirais qu'aujourd'hui... Celui de 98, moi je te parle. Ouvert. Oui, absolument. Aujourd'hui, pour moi, c'est une œuvre architecturale, ce stade. Et que c'est une erreur de parler de vente du Vélodrome. Et le loyer, Jean-Noël, il faut l'augmenter ou pas? Pour les besoins. Moi, je pense, oui. C'est normal qu'on augmente. Il y a, attendez, alors, il faut s'adapter. Aujourd'hui, il y a le Covid. Il y a une grave crise sanitaire, économique, sociale dans notre pays et à Marseille aussi. Bon. Aujourd'hui, le championnat de France se déroule sans spectateurs. C'est une manne financière en moins pour les équipes de football, une situation catastrophique. Après, ce qui se passe dans le football professionnel est une véritable catastrophe économique en même temps. Et vous avez vu avec Mediapro, la situation, il ne paie pas. Donc les clubs sont très en difficulté. Ceci étant dit, autant je comprends que vu la situation, on fasse des aménagements de loyer, ce qui est normal, mais qu'ensuite, à la reprise, lorsque les matchs seront avec les supporters, le public, et là, il faudra revoir, réactualiser les loyers, ce qui est logique, quoi. Alors, tu as un sacré palmarès en politique, toi aussi, quand même. Hein? Donc, je rappelle que tu es né à Calenzana, en Haute-Corse. Et donc, tu as commencé en 77, je n'étais pas né. Eh oui. Conseiller municipal. Sur la liste de Gaston Defer. Et j'avais comme tête de liste Robert Vigo. Il était dur, Gaston Defer. Il était méchant. Et pas méchant. Exigeant, un homme très dur et affectif en privé, mais il nous demandait de travailler énormément. Énormément. Est-ce que ça ne manque pas aujourd'hui dans la politique marseillaise et même nationale
ces grands tempéraments, ces grandes personnalités, comme il y avait à l'époque les Marchais, les Mitterrand, les Chirac? Moi, ça a été mon patron. J'ai eu 2 patrons dans ma vie politique. Ça a été Gaston Defferre, mon maître, et Louis Philibert, mon antéprédécesseur au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Mais Defferre, moi, j'ai que des bons souvenirs. J'ai bavé, énormément bavé dans le travail avec Defferre. Mais quel homme! Quel homme! Tu m'as dit en privé que tu portais à l'époque Ah oui, mais à l'époque, aujourd'hui, on aurait pu, on vous dit, collaborateur. Moi, je portais à l'époque, j'avais 26 ans, 27 ans, le cartable de Defferre parfois. Et ce cartable, j'étais obligé de le tenir en dessous. Pourquoi? C'était un cadeau de Charbon-Delmas pendant la résistance à Defferre. Maire de Bordeaux. Et il y tenait. Et il y tenait Defferre. Donc, à partir de là, j'ai compris, tous ces hommes, ce que la résistance avait inculqué au niveau de ces personnages comme autorité, comme fidélité à la parole donnée, le respect de la personne humaine, ce qui manque peut-être parfois aujourd'hui. C'est rare, hein, la parole en politique. Dieu reconnaîtra les siens à un moment donné, mon cher Omar. Donc, tu as été réélu aussi, hein, sénateur, on le dit au passage, dernièrement. Est-ce qu'on peut parler footballistiquement, comme on dirait, d'une remontada de Jean-Noël Guérini ou pas? Je me suis présenté, composé une liste de femmes et d'hommes qui représentaient une diversité dans le département. C'était pas facile, on était seuls contre tous. Malheureusement, j'ai manqué la 2e sénatrice. Nous avons raté l'élection de la 2e sénatrice Mireille Chauve, de quelques dizaines de voix. Mais on a fait une campagne merveilleuse et exceptionnelle. Voilà. C'est pas facile lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'a aucun moyen. Bon, mais voilà. C'est peut-être aussi parce que tu as bien bossé quand même. Tu as aidé beaucoup de communes, tu as réalisé pas mal de choses. Et puis, par cette élection, j'ai eu une fidélité sur ma modeste personne. Alors, donc, je parlais de ton palmarès. Donc, tu as été conseiller municipal, tu as été maire du 2-3, le 2e secteur. Oui. Tu as été vice-président, puis président du département. Oui. Tu as été vice-président du conseil régional, donc sous Lucien Végan, sénateur depuis 1998, qui est l'année de la Coupe du Monde. Non, sur Vozelle. Ouais. Pas qui a dit Lucien Végan, non. Vozelle, pardon. Ouais, j'étais vice-président, rapporteur du budget, lorsque Végan était président du conseil général. Autant pour moi. Donc, bon, sénateur, hein, tu as été vice-président de la commission des affaires étrangères. Et je le suis encore. Et tu l'es encore. Voilà, donc tu as créé Force du 13. Oui. Et tu as été chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Voilà. Tu es fier de ton parcours quand même. Tu es parti d'en bas. Parce que moi, quand je lis ton histoire, quand même, c'est Jean-Noël Guérini. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, je suis élu en 77 conseiller municipal. Il y a 43 ans. Tu n'étais pas né. Comme quoi, le temps passe. Et un jour, j'arrive en Corse au village. Et on avait organisé, le maire de l'époque de mon village, il y avait le curé, tout le village, avait organisé un apéritif. Conseiller municipal, tu vois un peu, de Marseille. Et mon grand-père, qui savait ni lire ni écrire, qui était un autodidacte, ni parler français. J'arrive, il me dit, viens ici. Il dit, tu sais que cet apéritif est pour toi, mais tout ça en Corse, ça donnait une profondeur dans
dans les propos. J'ai dit oui, c'est oui. Il me dit mais ici tu es mon petit-fils, je te parle, tu es mon petit-fils. Oui. Il dit n'oublie pas ce que tu étais par le passé. J'ai dit tu veux dire quoi? Il me dit rien. Tu es mon petit-fils, mais n'oublie jamais ce que tu étais et sois proche des gens. Tout ça dit en Corse, après j'ai réfléchi. Et au fil des mois et des années, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mon grand-père. Et j'ai toujours eu dans mon esprit, au plus profond de moi, de servir les gens. Ça a été une force pour toi, Jean-Noël, ça? Oui. De ne pas oublier d'où tu viens. Mais naturellement, je n'étais rien. Moi, attends, j'ai vécu les 5 premières années de ma vie en Corse. Je suis arrivé à 5 ans. C'est ça. De 5 ans, j'ai habité dans des HLM. Bon, j'ai vécu jusqu'à 26 ans, 27 ans, dans des HLM avec mes parents. Et j'avais des parents merveilleux, exceptionnels. Et tout ça est une force parce que tu as des parents qui sont pauvres, qui ne sont pas aisés, et que tu arrives à t'en sortir, c'est extraordinaire. Et tout ce qu'on m'a apporté, tout ce qu'on m'a donné, aujourd'hui, je veux le rendre à ma manière. Et tu sais, je te dis, la vie politique n'est en aucun cas un long fleuve tranquille. La vie politique est semée d'embûches. Et moi, depuis plus de 10 ans, crois-moi que ma vie a été chamboulée par un certain nombre de problèmes. J'ai été humilié, j'ai été traité de bandit, de voyou. Mais est-ce que justement aujourd'hui, Jean-Noël, c'est pas ta plus belle revanche? Et tout ça, aujourd'hui. Et tout ça m'a fait mal, a fait mal à mon épouse, à ma fille. Mais j'ai pas de revanche à prendre avec qui que ce soit. Je n'ai pas de haine, parce que la haine mène à des catastrophes. Mais je veux que la vérité un jour sorte. Voilà. Mais Jean-Noël, on peut parler quand même de karma. Tu as pris beaucoup de coups quand même. Oui. Tu n'as jamais rien dit. Non, et je dirais jamais rien, j'assume. Je te remercie après 10 ans de silence médiatique, d'avoir choisi mon émission et Marseille en parle pour t'exprimer. Et merci infiniment. Mais finalement, c'est un beau retour des choses. C'est-à-dire que après tous les coups que tu as pris, tu as été costaud, tu t'es jamais plaint. Aujourd'hui, tu reviens, tu es réélu sénateur, alors que peut-être pas beaucoup voyaient ça. Et tu sais, on a dit beaucoup de choses sur moi, des horreurs. Des horreurs. J'étais le diable, le bandit, le voyou. Pourtant, il y en a beaucoup qui te doivent beaucoup. Oui, mais l'être humain est ainsi fait, mon cher Omar. Je n'attends pas de remerciement de qui que ce soit. Et je suis renvoyé devant le tribunal uniquement pour conflit d'intérêts. Moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. J'ai totalement confiance à la justice de mon pays. Et donc, j'ai de revanche à prendre avec personne. Tout ce que je puis dire, c'est que il y a les amis politiques, entre guillemets, qui, pour certains, il n'y a que l'intérêt personnel qui compte. Et il y a les vrais amis, les sincères, les merveilleux amis. Et c'est avec cela que j'ai poursuivi ma route, que j'ai mené ma campagne électorale, des sénatoriales,
Parce que j'ai à moi des amis, avec moi des amis merveilleux, des gens d'une sincérité absolue. Alors, tu m'as dit que tu aimerais te rendre en Normandie, dans le Calvados, pour visiter les plages du débarquement et ressentir dans tes tripes la douleur d'une époque où un fou totalitaire a mis à feu et à sang le monde. Oui. Ça colle avec l'actualité en plus, malheureusement. Oui, alors figure-toi que avec mon épouse, il y a 2 ans, je devais aller faire les plages de Normandie. On part, ça c'est une anecdote mais extraordinaire, on part le matin et très tôt, et je vois mon chien boiter. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Fiadone. Oui, Fiadone, comme le gâteau corse. Et si un jour, j'aurai l'occasion de te dire, un ancien ami, qui se disait ami, qui a donné le nom de Fiadone. Vous le direz, je ne pourrais pas écrire un livre parce que je ne sais pas écrire, mais j'ai des anecdotes fabuleuses et croustillantes. Bon, et je vois mon chien boiter, je dis c'est pas possible. Et il souffrait. On l'amène avant de partir en Normandie chez le vétérinaire et paf! Il avait des chardes à l'intérieur, il faut l'opérer. Et je n'ai pas pu aller visiter les plages de Normandie. Donc cette année, si la situation sanitaire le permet, au printemps prochain, j'irai. Pourquoi? Parce que j'ai envie de visiter toutes ces plages, parce que avant de n'être plus de ce monde, quoi, parce que la vie est ainsi faite, hein. J'aurai le 1er janvier 70 ans, même si je ne le parie pas. Tu te portes bien. Même, oui, que Dieu me préserve, bon. Et ça, je voudrais faire cette visite parce que l'histoire nous apprend tous les jours que, attention, il faut combattre les extrémistes, quel que soit leur bord, etc., le racisme, l'antisémitisme, tout ça, il faut le combattre, mais pas en parole, pas en mots, mais en actes. Justement, en parlant d'extrémisme, de racisme, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une Marine Le Pen en 2022, au second tour? Tu penses quoi? Les Français sont responsables, malgré les difficultés économiques, sociales, sanitaires du pays. Je ne pense pas qu'un jour Marine Le Pen soit présidente de la République. Tu penses quoi de Macron? C'est un jeune président qui, au début, par son élection, a fait rêver les Français. Bien, il n'a pas tout réussi, loin s'en faut. Dans le domaine économique, dans le domaine social, sur l'unité des Français. Il a des grands défis. Pendant son mandat, il n'a pas été gâté, lui non plus. Et si tu remarques bien, depuis ces 20 dernières années, chaque président de la République a eu ses propres difficultés, ses propres contraintes. Il a dit pas mal de conneries. Quand tu dis à un jeune, tu traverses la rue, tu trouves un emploi. Mais ça ne se dit pas, c'est stupide. C'est stupide, voilà. Toi qui es un homme de gauche, tu le trouves méprisant avec les classes moyennes ou pas? Un président de la République Parce que doit les gilets jaunes, avoir tout ça, un peu plus d'humilité. On n'a jamais vu des mouvements comme ça. Il doit avoir un peu plus d'humilité dans ses propos et dans sa façon de présider. Sa seule qualité, c'est pas d'être supporter de l'OM finalement? Tant mieux s'il est supporter, mais ça serait grave. On gère la France. Alors, on va reparler football. Oui. Bon, c'est une passion qu'on a tous les deux. Alors, tu m'as dit, quand on préparait cette émission, que tu passais soirée à zapper sur toutes les chaînes de sport pour regarder les matchs de championnat étranger. Tu es passionné par le championnat anglais. Et j'adore. Ils ont l'argent, mais ils savent jouer, tu m'as dit. Puis tu aimes bien le Barça et le Real. L'Italie, tu me dis, c'est digne d'un film de Fellini. La Juve et Naples font tout simplement rêver.
Quant à l'allemand, il est professionnel, d'autres diraient propre et efficace. Et le top du top, c'est le Bayern que Marseille sait soutenir lorsqu'il faut. Oui, Petit tac. oui, ça c'est sûr. Mais le Bayern, regarde, ils ont une gestion dynamique, efficace du club sur le plan financier, au niveau de la gestion des joueurs. Ils font des recrutements extraordinaires. Pas mal de Français y jouent en ce moment. Donc comment qu'a marqué Ah, absolument. Et entre les anciens, les nouveaux joueurs qui arrivent au Bayern, les jeunes, ils savent faire cette complémentarité, cette cohérence dans l'équipe, et c'est ça qui me plaît au Bayern. Moi, au-delà de mon club, l'Olympique de Marseille, moi, avant, mon club préféré, c'était Barcelone. C'était extraordinaire. Bien. Johan Cruyff. Oui, et même Guardiola, etc. C'était, lorsqu'il était entraîneur, c'était une équipe qui faisait rêver. Et regardez ce que fait Zidane quand même avec le Real, avec une équipe vieillissante. Et ouais, Lorsque tu as Ramos qui a 34 ans qui a marqué. et qui joue et qui marque des buts extraordinaires. Bon, et bien, alors, tu as des jeunes qui arrivent, comme Vinicius, etc., mais la majorité ont dépassé les 30 ans, largement. Donc, on peut faire de bonnes équipes lorsqu'il y a à la fois la passion du maillot, de mouiller le maillot et de jouer pour son équipe. Et là, à l'OM, et puis les Anglais par exemple, les Anglais, ils commencent à la première seconde jusqu'à la 90e minute, bon, ils crèveront pendant le match, mais ils iront jusqu'au bout. Toi qui es fan du Barça et du Real, tu comprends que Didier Deschamps ne prend pas Karim Benzema? Tu en penses quoi? Moi, je regrette que... Il a des stats incroyables. Alors, je regrette que Benzema ne soit pas en équipe de France. Bon, on en fait un plat de Giroud, etc. Très bien, très bien. C'est un des meilleurs buteurs aujourd'hui de l'équipe de France. Mais Benzema, franchement, avait toute sa place. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, entre Deschamps et Benzema. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais je regrette la non-sélection de Benzema parce qu'il aurait eu toute sa place dans l'équipe. En fait, Deschamps reproche à Benzema d'avoir dit qu'il a cédé à une partie raciste de la France. Il n'a pas traité Deschamps de raciste, ce qui n'est pas la même chose. Donc Deschamps a vu sa maison taguée et depuis il en veut. Voilà. Et puis il a eu l'histoire de la sextape, etc. Mais je regrette tout ça. Mais footballistiquement, voilà, c'était bon. C'est quand même regrettable. Toi qui es né à Calenzana, Oui, tu es plus proche de Bastia ou d'Ajaccio, footballistiquement? Bastia. Ah, voilà. Bastia. Tu as connu Mais- la grande épopée alors? Ah, Finale de Coupe d'Europe quand même. oui, j'y étais pour la finale. Et bon, ça s'est mal terminé. La Bastia a perdu. Je devais. Alors, rare de la vie, à quoi ça tient parfois. Je devais participer à la demi-finale, en tant que spectateur évidemment. Je dis participer, je devais aller Furiani. au stade de Furiani pour la demi-finale de Coupe de France, Bastia-Marseille. Et j'avais une idée qui avait été retenue depuis un mois et que je ne pouvais pas ni décaler ni annuler. Ce n'était pas possible. Et grâce à ce dîner, à cause de ce dîner plutôt, je ne suis pas allé voir cette demi-finale. Peut-être, Mais grâce à ce dîner, ça t'a sauvé la vie. peut-être que j'aurais été blessé, Voire plus. voire plus. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le soir, j'ai imposé qu'on mette la télévision à ses amis qui m'avaient invité à dîner, et je regarde le match. Et catastrophe.
le drame. J'ai un ami médecin qui m'appelle et qui me dit, qui à l'époque était un grand pont de la chirurgie, le professeur Grisoli, qui me dit, voilà, il faut mobiliser tous les médecins corses et il faut que tu te débrouilles. En 1 heure, j'ai arrêté mon dîner et en 1 heure, nous avons mobilisé tout ce que la Corse situe à Marseille peut compter de médecins, d'infirmières, de chirurgiens, etc. Et comme j'étais président du département, avec les sapeurs-pompiers, nous avons fait, après évidemment la sécurité civile, les services de l'État, un pont aérien pour amener dans les hôpitaux marseillais les blessés les plus graves. Ça a duré quelques jours. J'ai fait ce que je devais faire, et non pas parce que c'était la Corse, parce que c'était mon devoir de le faire. Et puis, voilà. Et c'est triste que ce jour-là, ce soir-là, j'étais malheureux de voir Furiani dans cet état, etc. C'était assez dramatique. On peut se satisfaire d'une chose, c'est que le 5 mai, il n'y aura plus de match. Tant mieux. Après, tant mieux. Et toujours se souvenir de ce drame et toujours faire que nos stades, l'ensemble de nos équipements sportifs respectent les normes techniques de sécurité. Ça, c'est essentiel. Ça avait été bâclé. Il en pense quoi, Jean-Noël Guérini, du professeur Raoult? Parce qu'en ce moment, il y a... Pour moi, c'est un grand monsieur. Ouais. Avec ses défauts, ses qualités comme tout être humain. Comment j'ai connu Raoult? Extraordinaire. Je suis président et un jour, un samedi matin, il vient me voir. On a rendez-vous. Et j'ai 25 minutes de retard pour le rendez-vous. Et j'attendais dans les couloirs, hausser la voix. Et pourquoi j'avais ces 20 minutes de retard? C'est qu'à l'époque, nous devions recevoir dans les Bouches-du-Rhône un avion qui était composé, suite à la guerre civile au Kosovo, d'enfants, de mamans kosovares et de personnes très très âgées que la France avait pris en charge et que nous devions, nous, département des Bouches-du-Rhône, avec les services de l'État et le préfet de l'époque, qui était M. Proust, assumer. Et donc j'avais au téléphone, parce que nous devions les recevoir dans l'après-midi, le préfet de région de l'époque. Et j'entendais hurler, c'est inadmissible, le retard, le ceci, le cela. Je termine ma conversation, je vais à la rencontre du professeur Raoult, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, mes 20 minutes de retard, c'est pas possible, etc. Je l'ai fait rentrer dans mon bureau. Et l'objet de ce rendez-vous où je faisais la connaissance de Raoult, c'était la construction de l'IHU. Le financement par le département. Tu parlais pas de chloroquine déjà à l'époque. Non, c'est loin de là. Voilà. C'était comment est-ce que le département devait être partenaire pour la construction des IHU, du professeur Raoult. Il m'a développé son projet, n'étant pas un spécialiste dans ce domaine, et dans le domaine médical, donc je n'ai pas la prétention de connaître. Je lui ai dit, professeur, votre projet m'intéresse. Et et que Marseille soit phare dans ce domaine, c'est extraordinaire. 48, j'ai fait étudier par mes services. 48 heures après, je téléphonais au professeur Raoult et je lui donnais mon accord pour être un partenaire financier. Tu dois être content aujourd'hui. Je suis fier ah bah oui. que cet équipement
en matière de recherche, etc., existe. Et c'est l'image de Marseille. Alors le personnage, il est ce qu'il est. Tu comprends, toi, mais c'est un grand médecin. Tu comprends aujourd'hui les attaques dont il fait... Je ne vais pas rentrer dans la bataille. Il dérange trop, selon toi? Je ne vais pas rentrer dans la bataille entre Paris, Marseille, Paris, etc. Comme l'on dit, le dirait le ministre de la Santé actuel, les sachants, les ceci, les cela. Moi, je ne comprends rien. Tout ce que je sais, nous avons une sommité à Marseille avec le professeur Raoult. Sachons le garder et être à ses côtés. Alors, naturellement, tout à l'heure, on parlait des responsables politiques. Il peut commettre quelques erreurs. Et après, ce qui compte, c'est le résultat. Et moi, je suis proche de Raoult, je le soutiens. Alors, on va conclure cette émission, on va reparler politique, puisque ça intéresse pas mal de monde. Il doit y avoir normalement les élections départementales en mars, qui, d'après ce qui se dit, devraient être reportées peut-être en juin. Oui. Est-ce que tu penses que Martine Vassal va garder son siège, ou tu penses que ça va être très compliqué chez elle Une élection, les élections départementales, avant les appelées cantonales, c'est une femme, un homme, scrutin uninominal direct, et face à ses concitoyens. Maintenant, il y a des binômes, hein, ça a changé. Bon, c'est un tandem maintenant. Là aussi, je dirais comme Gaudin, respect pour la femme qu'elle est. Bon, on rappelle que c'est elle qui t'a succédé au département. Martine Vassal. Ouais. Et que pour moi, ce qui me satisfait, c'est qu'elle a conservé un certain nombre de politiques que j'avais mis en place, comme l'aide aux communes, comme dans le domaine de l'éducation, tout ce qui concerne les matériels informatiques, les tablettes, etc., les développer, tout ce qui concerne le matériel de pointe dans les hôpitaux. Alors, est-ce qu'elle va se succéder à elle-même? Le peuple en décidera. Moi, je vais vous faire une confidence, je le souhaite. Ouais, et comment tu expliques qu'elle a perdu dans le 6-8? Attends. Mais en développant et en élargissant sa majorité. Là, tu nous dis un drôle de... Un beau scoop quand même, hein, c'est pas non, mal. c'est pas un scoop, je souhaite qu'elle élargisse sa majorité. Parce qu'après tout, le département, c'est des femmes et des hommes et pas uniquement liés à un parti politique. Certains disent que Gaudin ne souhaitait pas qu'il y ait de successeur. Tu en penses quoi, toi? Après moi, le déluge. Oh non, écoutez, moi j'ai connu ça du temps de Defer, on disait Defer préférait que ça soit Gaudin, maire de Marseille, qu'un socialiste, etc. Bon, j'ai connu ça. Et pour conclure, Jean-Noël Guérini, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part la santé, pour le futur? Le bonheur, être heureux dans ma famille, avec mon épouse, ma fille, voilà, et mes amis dont tu as fait partie. J'en suis fier. Merci Jean-Noël. Merci à toi Omar et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était le premier numéro de Marseille en parle avec Jean-Noël. Ah non. Je pense à Jean-Michel là, c'est pour ça. Ah, oui. C'était donc le premier numéro de Marseille en parle avec Jean-Noël Guérini. Pour le deuxième numéro, on aura une grosse personnalité aussi dans le monde du football, c'est Jean-Pierre Bernès. Oui, Jean-Pierre Bernès qui sera là pour le deuxième numéro. À bientôt. Ciao, ciao.